J'ai écrit l'essai suivant, Les sources de l'éloignement américain, pour le magazine The American Conservative en décembre 2023. Comment réagir lorsqu'on se sent comme un étranger indésirable dans son propre pays, sans perdre ses repères et sa dignité? Tout d'abord, examinons un peu l'histoire de cet éloignement. Il y a 3 ans et demi, des émeutes urbaines ont secoué ce pays d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis plus d'un demi-siècle. Et pourtant, il y a eu peu de réponses fédérales. En 2020, nous avons assisté à l'imposition de confinements et de vaccins par une bureaucratie de santé publique achetée et payée. Aujourd'hui, nous avons les efforts continus de l'administration Biden pour emprisonner l'ancien président, ainsi que des centaines de ses partisans impliqués dans l'émeute du 6 janvier. Nous devrions voir ces exemples, non pas comme des événements disparates, mais plutôt comme des parties d'un tout compréhensible, comme les composants d'un message de l'État permanent à la population en général. Ce message est une inversion de la compréhension traditionnelle du fonctionnement de ce pays. Les citoyens, autrefois considérés comme les véritables souverains de la République, ont été prévenus. Le gouvernement fédéral à Washington n'appartient plus au peuple américain dans un sens significatif. Comme l'analyste politique Michael Anton l'a récemment souligné, l'État permanent ou la classe dirigeante dans ce pays a tout capturé, gère tout et obtient tout ce qu'elle veut. Et leur appétit a grandi en mangeant. Dissentir du programme, tout simplement, ne se fait pas. Le message incessant et parfois menaçant de l'État permanent au peuple est clair. Washington nous appartient, pas à vous. L'emprise que l'État permanent et ses adhérents ont sur la vie américaine, en particulier dans la formulation et la conduite de la politique de sécurité nationale américaine, semble indéfectible. Ce qui règne à Washington, c'est notre propre nomenclature. Ces élites sont actuellement en train de consolider leur emprise sur le discours public, un processus déjà bien avancé. Les échecs publics et les méfaits de l'État permanent au cours des 3 dernières années et demie sont en réalité une sorte de défi de leur part à notre égard. Leur message revient à dire « Ceci est à nous, pas à vous ». Considérez ce qui suit. Les architectes de la guerre en Irak et de la série de guerres post-11 septembre, qui ont tué des millions de personnes dans le monde, non seulement ont évité toute conséquence, mais sont continuellement fêtés et promus. L'État permanent a participé à une tentative de coup d'État à l'approche de l'inauguration du 45e président, faussement accusé de collusion avec une puissance étrangère pour voler l'élection de 2016. Au lieu d'être punis, ceux qui sont derrière la tentative de dépossession de 63 millions d'Américains ont été récompensés par des emplois d'analystes bien rémunérés sur CNN et MSNBC. L'un d'entre eux enseigne même maintenant à l'université de Georgetown. En 2020, l'État permanent a une fois de plus ouvertement interféré dans une élection présidentielle, exigeant la suppression d'une histoire qui aurait été très dommageable pour le Challenger, un allié de longue date de l'État permanent. La suppression réussie de l'histoire a contribué à la défaite du président sortant. L'histoire impliquait le fils dévoyé et toxicomane du désormais en fonction et une prétendue opération de trafic d'influence. Ce que l'on appelle l'État permanent a rejeté l'histoire comme fausse, l'attribuant à une ingérence russe. Cependant, des années plus tard, des preuves ont montré que l'histoire était vraie. Malgré cela, il n'y a eu aucune conséquence pour les membres de l'État permanent qui ont utilisé leurs habilitations de sécurité et le prestige de leurs fonctions à des fins politiques. De plus, il existe une disparité notable dans les peines infligées aux émeutiers de 2020 et à ceux du 6 janvier. Les émeutes de 2020 ont causé au moins 2 milliards de dollars de dégâts, entraîné 25 morts et plongé de nombreuses grandes villes américaines dans une spirale de violence et de non-droit dont elles peinent encore à se remettre. En contraste, l'émeute du 6 janvier a retardé le vote du collège électoral de plusieurs heures, et la seule mort violente ce jour-là a été celle d'un émeutier non armé
abattu par un officier de police du Capitole, qui a depuis été promu. Ces cas envoient un message clair. Washington appartient à ceux au pouvoir, et non au grand public. Le personnel de l'État permanent semble nourrir une antipathie profonde envers ceux qui sont hors de leur cercle. Bien qu'il soit techniquement américain, il semble être plus aligné avec une méritocratie, se considérant comme de fiers citoyens d'une république sans frontières du mérite. Il méprise ce qu'il considère comme des notions désuètes et inutiles de patriotisme et de communauté. Il est fièrement post-chrétien et agressivement, voire voracement, anti-famille. L'appartenance est conférée par l'obtention des bons diplômes, des bons stages, des bonnes expériences professionnelles et des bons employeurs. Mais le plus important, la véritable clé de l'appartenance est de posséder les bonnes opinions. L'éventail des forces alignées contre les Américains ordinaires et contre ces Américains consciencieux qui s'opposent à l'État permanent, à ses projets et à ses guerres, et à son emprise de type soviétique sur les institutions américaines, ne fait que se renforcer. L'intermède Trump, entre le second mandat de M. Obama et ce qui est maintenant effectivement son troisième mandat, a été le moment où l'État permanent a abandonné toute prétention d'exister pour servir les citoyens américains. Il est devenu trop évident qu'il existe pour se servir lui-même, tandis que l'Américain moyen se noie dans les dettes, la drogue et le désespoir. Ceux qui s'opposent à l'état des choses actuelles sont relégués à la catégorie des criminels de la pensée, ou pire. En 1968, alors que le régime de Brejnev et Brejnev lui-même étaient paralysés par la sclérose, le dissident tchèque Václav Havel a rédigé son célèbre essai « Le pouvoir des sans-pouvoirs ». Avec sa ligne d'ouverture immortelle, un spectre hante l'Europe de l'Est, le spectre de ce que, en Occident, on appelle la dissidence. Havel décrit un système devenu tellement ossifié politiquement qu'il n'y a pratiquement aucun moyen pour la non-conformité d'être mise en œuvre au sein de ces structures officielles. Dans le récit de Havel, la domination soviétique sur les pays d'Europe de l'Est a conduit à une situation où le centre du pouvoir était également le centre de la vérité. L'essai de Havel se concentre sur un épicier qui affiche dans sa vitrine le slogan marxiste « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». De même, aux États-Unis, nous avons nos propres slogans affichés dans les fenêtres, sur les pelouses et sur les pare-chocs des voitures, dans les quartiers aisés le long du littoral. Ces panneaux portent des messages tels que « Black Lives Matter »,« L'amour c'est l'amour »,« Merci Dr Fauci » et « La science est réelle », souvent accompagnés du désormais omniprésent drapeau ukrainien. Ces messages forment l'idéologie de ce qu'on peut appeler l'État permanent. La situation aux États-Unis en 2023 est, à certains égards, plus préoccupante que ce qui a été observé en Europe de l'Est à la fin des années 1970. La différence clé est que les Américains ne sont pas forcés par l'État d'afficher ces signes. Ils le font volontairement, ce qui témoigne de la pervasivité de l'idéologie de l'État permanent. L'application de la conformité idéologique et l'uniformité de l'opinion servent un but. Elles protègent l'État permanent de l'examen. Havel a également observé que l'idéologie donne aux gens l'illusion de l'identité, de la dignité et de la moralité, tout en leur facilitant en même temps l'abandon de ces qualités. Lire Havel en 2023 est déconcertant, notamment parce que sa description de l'état des choses sous le communisme en Europe de l'Est il y a plus de 40 ans résume également bien la situation sous l'état permanent. Selon les mots de Havel, le régime est captif de ses propres mensonges. Il doit tout falsifier, le passé, le présent et l'avenir. Il falsifie les statistiques. Il prétend ne pas posséder un appareil policier omnipotent et sans principe. Il prétend respecter les droits de l'homme, ne persécuter personne, ne rien craindre et ne rien feindre. Pour l'être humain vivant sous un tel régime, il devient impératif de trouver un moyen de s'en sortir, de se préparer et de chercher des alternatives au système dominant.
La clé, selon Havel, est que les personnes de bonne conscience se révoltent contre la manipulation. Heureusement, bon nombre des moyens par lesquels l'État permanent nous manipule ne sont pas cachés. Ils sont en pleine vue, tout autour de nous, sur nos écrans et sur nos iPhones. Pour briser le monopole de l'État permanent sur ce qui constitue la vérité, les dissidents américains feraient bien de simplement opter pour le retrait et de retirer leur soutien tacite et explicite aux outils les plus grossiers de manipulation de masse, y compris surtout les deux principaux partis politiques et les réseaux de télévision par câble et les médias traditionnels. Peut-être que la meilleure façon de vaincre ou d'apprivoiser l'État permanent n'est pas de jouer à son jeu. L'outil le plus puissant, peut-être même le seul, dont disposent les dissidents américains dans leur arsenal est leur refus d'être manipulés, de, comme le disait Havel, vivre dans la vérité. To, as Havel put it, live within the truth.